Joli pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Joli pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Salut à tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de Serial October. D'abord, merci beaucoup à ceux qui ont réagi au premier épisode. J'aimerais m'excuser des difficultés techniques pour ce qui est du son. La deuxième moitié, ça n'a pas fonctionné, c'était le son du téléphone. Et pour ceux qui avaient des écouteurs pour la première moitié, ça sortait juste de l'oreille gauche. Donc je m'excuse, je vais essayer de faire mieux sur cet épisode. Donc, cet épisode-là, c'est un spécial sur les trucs étranges et mystérieux qui se sont passés au Québec. Donc, je voulais pas aller dans les choses qui étaient macabres, je voulais pas aller dans les trucs de disparition parce que c'est beaucoup des enfants et c'est pas des histoires qui m'intéressent vraiment. Euh, je voulais pas aller dans le Rocco Luca Magnotta, dans le Aurore l'enfant martyr, dans le Cédrica Provencher. Je pense que c'est des dossiers qui ont été couverts en masse, donc on s'en va sur autre chose. Pendant mon enregistrement, j'ai oublié mon clin d'œil à la YouTubeuse Victoria Charlton, qui est vraiment la reine sur les dossiers de disparition au Québec. Allez voir ça sur YouTube si ça vous intéresse. Numéro 1, Mary Gallagher. Donc, la première histoire, c'est l'histoire de Mary Gallagher. C'est une histoire qui a la vérité et la fiction, beaucoup de folklore autour, mais bon, on s'en va sur ce qui est du folklore plutôt que la vérité, c'est ça qui nous intéresse. C'est une histoire qui se passe dans Griffintown, un quartier à Montréal qui, à l'époque, était habité surtout par des Irlandais. Donc, Mary Gallagher est une prostituée et elle est avec son amie Susan Kennedy, qui est aussi une prostituée, et ils reviennent dans une maison de chambre avec un client, Michael Flanagan. Donc, les deux filles passent la nuit avec lui et rapidement, Susan devient jalouse de Mary parce que Michael, il la trouve pas mal plus cute et il passe pas mal plus le temps avec elle. Donc, plus tard, Michael va aller se coucher et il va y avoir une violente querelle entre les deux femmes, justement à cause de ça. Et Susan va tuer Mary à grands coups de hache. La police va être appelée parce qu'ils ont entendu des bruits et des cris violents qui ont épouvanté tout le monde autour. Et quand la police va arriver, ils vont trouver la tête de Mary dans un bocal. Susan l'aurait décapitée avec une hache. Quand ils vont arriver, Susan va être à terre et elle va faire semblant qu'elle était saoule pour essayer de s'en tirer comme si c'était pas elle, elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout d'abord, ils vont apporter Michael Flanagan et c'est lui qui va être accusé du meurtre de Mary Gallagher. Mais plus tard, la police va se réaviser et le tribunal va vraiment aviser Susan dans un long procès. Éventuellement, Susan va être pendue le 5 décembre. Tout le monde va se déplacer pour voir ça. L'histoire ne s'arrête pas exactement là. Dans la nuit du 5 décembre, ils vont trouver Michael Flanagan, le fameux client, tout simplement mort. Mort d'une cause inexpliquée. Le jeune homme était dans la fleur de l'âge, pas de problème de santé, rien du tout. Le même jour où Susan est pendue. On dit, aujourd'hui encore à ce jour, qu'à tous les 7 ans, dans le quartier de Griffintown, qu'on peut entendre, qu'on peut même voir un spectre sans tête errer dans les rues, le spectre de Mary Gallagher qui est à la recherche de sa tête. Donc je sais pas pour vous, mais tout de suite ça me fait penser à notre légende de Sleepy Hollow, version québécoise, un spectre sans tête qui recherche son crâne. Donc, c'est basé quand même sur des faits qui sont vraiment arrivés. Il y a vraiment eu une querelle entre deux femmes, mais déjà, la femme s'appelait pas Mary Gallagher, elle s'appelait Kate Conway. Son amie n'était pas une prostituée, c'était tout simplement une amie d'une autre profession. Et la querelle n'était pas à cause de Michael, c'était juste une grosse querelle qui a dégénéré. Les deux filles étaient complètement ivres, puis elle l'aurait juste tué probablement à hache. Dire Susan, elle sera pas pendue, elle va être condamnée à la prison, elle va être là 16 ans et elle va sortir. Donc
Comme on voit la vérité plus plate, mais de toute façon, la vérité, on s'en... Jean du pays. Excusez du sac, mais c'est un vidéo québécois après tout. On passe à la deuxième. Numéro 2, le Allen Memorial Institute. La deuxième histoire. Cette histoire-là, elle est complètement folle et elle est horrifiante parce que c'est une histoire qui est vraie. Avant, on était dans la spéculation, dans les mythes. Là, on est dans le 100% vrai. Cette histoire-là se passe au Allen Memorial Institute qui est annexé à McGill. C'est un institut psychiatrique. Au début des années 1950, il y a un docteur qui est le docteur Ewan Cameron qui traite les patients de façon complètement hors d'éthique, avec de l'hypnose, En faisant jouer des audios en boucle des heures. c'est complètement barbare. On fait une petite parenthèse là. Dans ces années-là, il y a un projet secret de la CIA, le projet MK Ultra. Donc, ce projet-là, mené par la CIA, est mené pendant la guerre froide et le but, c'est d'essayer de voir si on est capable de faire du lavage de cerveau et de programmer les humains à faire ce qu'on veut. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter la dernière drogue, toute nouvelle drogue sur le marché, le LSD. Ils vont acheter tout le LSD qui est en sol américain pour pouvoir essayer de laver le cerveau des gens avec ça. Tout d'abord, ils vont commencer le projet en faisant de l'hypnose. Mais de l'hypnose en plongeant les gens dans un coma artificiel. Un des exemples de ce qu'ils ont réussi à faire juste avec l'hypnose, c'était une femme qui était là et elle avait peur des armes à feu. Elle n'était pas capable de toucher une arme à feu et après l'hypnose qu'ils ont fait, pendant l'hypnose qu'ils ont faite, elle a pris une arme à feu dans ses mains et non seulement elle a tiré plusieurs coups de feu. Quand ils l'ont sortie de son hypnose sous coma artificiel, et la femme ne pouvait pas croire qu'elle avait fait ça, elle avait encore la peur, la phobie des armes à feu. Fait que là, ils se sont dit, on est capable d'outrepasser une phobie profonde. Ils ont continué sur des prisonniers. Et après ça, ils vont faire ça sur des militaires. Après ça, sur les propres employés de la CIA. Et éventuellement, ils vont faire des cobayes qui sont non volontaires. On revient au docteur Cameron et au Allen Institute Memorial. Donc, la CIA vont voir qu'est-ce que le docteur ici à Montréal, le docteur Cameron fait, et ils vont dire « Hey, c'est pas mal proche de notre projet de fou. Donc, on va te financer. » Je fais juste cette parenthèse-là pour dire que c'est pas la CIA qui a rendu le professeur Cameron complètement déjanté. Le gars était déjà un monstre avant. Il va y avoir des patients qui vont se rendre à l'institut psychiatrique. À l'époque, c'est surtout pour dépression, pour toutes sortes de problèmes d'irritabilité, des choses quand même communes de la vie d'aujourd'hui, mais à l'époque, ils se faisaient traiter dans ces instituts-là pour ça. Ils se faisaient dire qu'il y aurait les meilleurs soins, mais c'est pas ce qui se passait. Le docteur Cameron va mettre les gens dans des comas artificiels. Il va carrément les bourrer de LSD. En fait, son programme est en 2 étapes selon ce qu'on voit dans ces documents. Numéro 1, il fallait complètement détruire l'esprit du patient pour en faire un endroit complètement vide. Et numéro 2, on essaie d'implanter ce qu'on veut à l'intérieur. Ces expériences vont être absolument horribles. Comme je dis, coma infligé. Après ça, des doses de LSD qui sont complètement dangereuses pour amener la personne dans un état de servitude totale, complètement pas capable de déterminer qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, tellement que tu bad trip ta vie tous les jours sans arrêt. Et des énormes séances d'électrochoc répétées. Éventuellement, la CIA va être investiguée par le gouvernement américain qui vont fermer le projet. Le gouvernement ne va pas fermer le projet parce que de bonté de cœur, parce qu'ils sont bons. C'est parce qu'ils vont se rendre compte que ça leur coûte de l'argent puis que ça n'a pas fait aucun résultat. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de témoignages aujourd'hui parce que la CIA à ce moment-là va détruire absolument tous les documents. Les seuls témoignages qu'on a, c'est des gens qui n'ont pas reçu d'électrochoc pendant qu'ils ont été au Allen Institute. Ou les gens proches de ces personnes-là qui ont essayé d'avoir des informations. J'ai un exemple d'une dame qui a été internée là pendant 2 ans et elle aurait été plongée dans un coma artificiel 28 fois en 1 mois. Elle aura reçu plus de 10 séances d'électrochoc très intenses.
Quand elle va sortir de là, du début de la quarantaine à aller jusqu'à la soixantaine, elle ne sera plus capable de parler. Et de la soixantaine jusqu'à 83 ans, quand elle va décéder, elle ne sera plus capable de bouger. Sa proche aidante, qui est sa nièce, quand elle va la voir, elle va poser doucement sa main sur sa tête pour lui flatter les cheveux. Et à chaque fois, elle va bouger de la tête, comme ça, crisper le visage. Sa nièce ne comprenait pas. Et éventuellement, elle va faire le lien. C'est parce que c'était l'endroit où il posait la probe pour lui donner des électrochocs. Et quand elle mettait sa main, ça lui rappelait ça. Et son corps, automatiquement, même si sa mémoire était complètement détruite, se souvenait de ce mauvais traitement. Il va avoir une autre famille, une mère de 2 enfants, qui va être laissée là. Et quand ils vont venir la rechercher, et elle va être méconnaissable. Et ils vont dire qu'elle était réduite à l'état de bébé. C'est-à-dire qu'elle était retour aux couches. Elle n'était pas capable de se rendre à la toilette. Elle était en position fétale quasiment toute la journée. C'était complètement triste à voir. Il va y avoir énormément de victimes ici. Les gens ne décèdent pas, mais ils n'ont aucun souvenir d'avoir été là. Les séquelles sont incroyables. Le gouvernement canadien va s'arranger pour que ça ne se rende jamais en procès. Les citoyens canadiens qui seront victimes, il va y avoir une compensation, mais juste pour ceux qui sont jugés légumes. Et les gens vont dire, pourquoi est-ce que le gouvernement canadien ne nous aide pas à poursuivre la CIA? Parce qu'en tant que citoyen, on n'est pas assez fort. Et on va se rendre compte que finalement, le gouvernement canadien était encore plus impliqué que la CIA. C'est extrêmement triste. Il va y avoir une dame par un miracle incroyable qui va réussir à avoir le dossier médical de son père qui est allé. Elle va recevoir par la malle un dossier de 300 pages dans lequel on a énormément de preuves, mais le gouvernement Trudeau Senior va acheter son silence et on n'en saura pas plus. Mais les traitements que ces gens-là ont eus, ils sont complètement atroces. Numéro 3, la Corriveau. La troisième histoire, je l'adore. Il y a le folklore et la vérité, mais le folklore est incroyable. C'est une histoire qui a plus de variantes que je pourrais en compter. J'ai essayé de faire un tas de ça. Je vous dis ça tout de suite. La Corriveau. Donc, Marie-Joseph de Corriveau est une femme qui habite dans le secteur de Lévis à l'époque. De ce qu'on dit, elle a eu 7 maris qu'elle a tués les uns après les autres. Le premier, elle l'aurait tué à coups de couteau. Le deuxième, avec du plomb fondu dans l'oreille. Quelle mort atroce. Du plomb fondu dans l'oreille. Le troisième, étranglé dans son sommeil. Le quatrième, empoisonné. Le cinquième et les autres, à coups de hache. Les policiers, c'est ce qui est étrange, feront jamais le lien avec elle, sauf après le 7e. Ils vont exhumer les corps, les déterrer de tous les maris pour trouver la preuve que c'était elle qui les avait tués. Donc là, elle va demander la clémence et elle va aller voir son père, un homme qui était en fin de vie, pour qu'il porte le blâme. Et chose qu'il va accepter de faire, il ne peut pas accepter que sa fille se fasse pendre dans la jeune trentaine. C'est juste épouvantable pour lui. Donc il va dire que c'était lui qui a tué tous les maris de sa fille. Il va être condamné à être pendu, mais entre-temps, il va se confesser au prêtre et le prêtre va lui dire qu'il faut qu'il dénonce sa fille. C'est la seule manière de libérer son âme, sinon il va brûler en enfer. Et à l'époque, le pouvoir de la religion, c'était comme du cash pour lui, là. Fait qu'à contre-cœur, il va dénoncer sa fille. Sa fille va demander la clémence, mais suite à un procès assez rapide et expéditif, ils vont la condamner à la mort, mais beaucoup plus atroce que la pendaison à l'époque. Ils vont la condamner à être mis dans une cage sur la place du Carrefour à Lévis pour que tout le monde puisse la voir et la laisser là sans manger. Quiconque l'approcherait pour lui donner à nourrir serait fouetté sur la place publique. Ils vont la laisser là à mourir de faim pendant des mois et même après sa mort, ils vont laisser sa carcasse pourrir dans la cage.
Plusieurs personnes vont dire que la cage a bougé et que même après que le corps soit mort, le corps mort les a attaqués à l'intérieur de la cage. Mais un matin, les habitants de Lévis vont aller au carrefour et la cage aura disparu. Des légendes vont dire des pactes avec le diable, que c'était effectivement une sorcière, et que la Corriveau va venir te chercher pour faire peur aux enfants, pour pas qu'ils traînent le soir dans les rues. Quelques petits trucs intéressants avec la vraie de vraie histoire. Je ne la raconterai pas au complet. C'est long, mais je vous donne les petites variantes qui sont quand même intéressantes à noter. Donc, Marie-Joseph Corriveau n'a jamais eu 7 maris comme tel. Elle a eu un mari. Et quand elle va le tuer, elle va dire que c'est par légitime défense, que c'était un violent. Malheureusement, son procès va être une excuse pour les anglophones pour humilier les Québécois français. Le procès va être super expéditif. Les magistrats qui vont être assignés vont même pas parler le français pour récolter le témoignage de Marie-Joseph Corriveau qui ne parle que le français. Parce que le témoignage de la principale intéressée, c'est pas important ça. Ils vont faire ça expéditif, sans comprendre, ils s'en foutent. Parce que dans le fond, les Anglais viennent de conquérir les Français, les conquis vont se tasser. Et en plus, ils ont fait une mort ultra humiliante en plein cœur de Lévis, devant les Français exposés à tous. Le deuxième détail, c'est que c'est pas une cage comme telle. Ils vont mandater un forgeron qu'ils vont payer, qui va prendre les mesures de Marie-Joseph de son corps et qui va faire une espèce de corset de métal cage que vous pouvez voir, de quoi ça pouvait avoir l'air. Et qui l'ont exposé avec ça, l'ont suspendu dans les airs. On voit quelques images, quelques dessins de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air à l'instant. Pour vraiment l'exposer devant tout le monde, les francophones. Et c'était vraiment une excuse pour eux autres, pour les humilier. Numéro 4, la momie de Deux-Montagnes. Donc, cette dernière histoire-là, elle a un petit cachet spécial parce qu'elle s'est passée à peine à 2 minutes d'où est-ce que j'habite. Elle se passe en Deux-Montagnes, à l'ère moderne. Cette histoire-là, c'est quand même assez macabre, surtout du fait que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Les histoires que je vous ai racontées, en 1800, dans les années 50, là, on parle d'une histoire qui se passe en 2019. Donc, ici à Deux-Montagnes, Richard Cossette, qui habitait avec sa mère Wendy. Richard, c'était quelqu'un qui ne sortait pas souvent, puis qui jouait à des jeux en ligne. C'était un gambler en ligne. Et en janvier 2019, il va croiser son père qui n'est plus avec sa mère depuis longtemps, et il va lui dire « Puis, comment va Wendy? » Ce à quoi le fils va dire « Ah, elle est morte en juillet 2018 dans son sommeil. Elle est encore dans son lit. » Oh! Son père, qui était policier de formation, tout de suite, lui, il a appelé les autorités, mais remarque qu'il aurait été garagiste ou commis à l'épicerie. Je pense qu'il aurait fait la même affaire. Pour leur dire que ça fait 6 mois que probablement son ex est décédé dans son lit. Et effectivement, à l'arrivée, les policiers vont trouver le corps de Wendy dans son lit. Richard l'avait mis dans une espèce d'habit de peinture en plastique avec des petits sambons pour l'odeur, saran wrappé, et il avait laissé dans le lit 6 mois. Pourquoi? Pour toucher ses chèques de pension et d'indemnité pour qu'il puisse jouer en ligne davantage. Ils vont déterminer qu'elle est vraiment décédée d'une cause naturelle, c'est-à-dire qu'elle est décédée du cancer suite au fait qu'elle a refusé de prendre ses traitements. Ils vont arrêter Richard, bien entendu, mais il ne sera pas condamné de rien de grave du fait qu'elle est vraiment décédée de façon naturelle. Il y a quand même quelque chose d'éthique ici.
Richard va même jusqu'à aller à dire qu'il aurait tout perdu, son loyer, ses affaires, puis que c'était pire ça que d'endurer le cadavre de sa mère. Et il va dire oui, oui, je le sais, j'ai malgré tout un profil qui s'apparente à ceux des tueurs en série. Good for you, Richard, tu le sais, mais je veux dire. Ah, il y a eu beaucoup de débats. Il y a des gens qui disent qu'il aurait dû aller en prison parce qu'il représentait un danger pour la société. Moi, je suis pas d'accord. C'est un manque ultime de respect, là, don't get me wrong, mais je veux dire, comme tel, il a tué personne, puis il représente un danger juste dans les circonstances où tu le laisses tout seul avec un cadavre. Fait que pas d'emploi d'été à la morgue, puis on devrait être relativement correct. Donc, c'était plus rapide, c'était tout pour ce spécial Québec, mais ça compense pour la vidéo trop longue que j'ai faite de 45 minutes dans le premier épisode. Et on se revoit en fin de semaine prochaine pour les autres épisodes. Ça devrait être un spécial sur les histoires avec des rebondissements incroyables. Et probablement un spécial sur le côté sombre de YouTube. Merci beaucoup et bon mois d'octobre tout le monde. Oh.